David Djagbavi, Marc Abouflan et Ambroise Ondjo sont toujours avec nous. Nous allons toujours parler de la Guinée-Conakry, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest condamnent le coup d'État en Guinée et exigent la libération immédiate du président Alpha Condé, le retour à l'ordre constitutionnel. Ambroise, c'est normal. C'est comme de coutume, cette condamnation. Oui, tu l'as si bien dit. Je crois que c'est la coutume que ces institutions ont respectée. Aujourd'hui, ces institutions ne sont plus respectées en Afrique, surtout celle de la CEDEAO, qui ne vient que constater les dégâts après. Quand elle rate sa mission dans un pays, et elle vient se faire voir dans un autre, on ne sait pas à quel jeu joue concrètement la CEDEAO. Moi, j'ai l'impression que la CEDEAO fonctionne avec l'état d'esprit du chef de l'État qui le dirige, parce que c'est même pas une institution des peuples, c'est une institution des chefs d'État. Même le Parlement, comme en Europe, le Parlement, les députés qui sont représentés au Parlement européen sont élus au suffrage universel direct dans différents pays. Ici, il n'y a pas ça. C'est des cinéastes que vous voyez dans ces assemblées-là. Surtout quand nous sommes dans un pays comme le Togo, des pays comme la Côte d'Ivoire, où c'est des vassaux qui sont représentés là-bas. Ils ne feront que parler d'eux-mêmes, sans parler de la démocratie ni des droits de l'homme. Maintenant, revenons à cette histoire de la CEDEAO de l'Union africaine. C'est des institutions qui font honte. Ça y est, ils font la honte de l'Afrique, surtout la honte de la sous-région avec cette CEDEAO-là. Pourquoi elles sont... Parce qu'ils n'agissent pas pour le bien du peuple. Mais un dictateur qui vient au pouvoir, à qui la Constitution interdit de faire un troisième mandat, et qui par la force, s'autorise à sauter le verrou, la CEDEAO ne dit rien. L'Union africaine ne dit rien. Maintenant, quand des gens, même si c'est des gens qui sont pris qu'on peut mettre entre griffes, font un coup d'État et ils se disent que aussi à un moment donné que c'est leur job, si les politiques ne fonctionnent pas bien. Alors, quand ils viennent faire le coup d'État, que moi je qualifie de salutaire, la CEDEAO sort de son trou, ou l'Union africaine, ils viennent raconter leur vie, machin. Donc, pour vous dire qu'en réalité, ces institutions doivent répondre aux desiderata du peuple. Ils doivent fonctionner. J'apprécie à sa juste valeur le comportement du président ghanéen lorsque le coup d'État du Mali s'est produit. Ils ont déroulé un tapis rouge. Quand les Nations Unies, toutes ces institutions de l'Union européenne, tout ça l'a condamné, eux, ils ont déroulé un tapis rouge. C'est un message qu'ils ont envoyé à la communauté internationale. La preuve, ils ne sont pas allés aux sanctions économiques. Pour vous dire qu'en réalité, ce qui se passe là-bas, ça vaut mieux que de tomber dans un drame militaire. Alors aujourd'hui, si on est en face d'un dilemme, comme certains le disent, moi je me dis, tout en comprenant mon jeune frère Marc qui estime qu'il reste perplexe. Bon, c'est son avis, c'est appréciable. Il a en partie raison, parce que ce sont les hommes d'Alpha. Mais je me dis que pour ceux-là qui ne connaissent... Moi, depuis 2000, quand Condé est arrivé au pouvoir, j'ai commencé par étiqueter ce monsieur. Quand j'ai vu ces vidéos, ces sorties ratées, ces insultes à l'endroit des étudiants, tout ça, j'ai dit, mais ça, c'est un président, ça? Non. Soit il est fou, ou soit il s'égare dans ses ménages. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Le monsieur qui vient de prendre le pouvoir, d'abord, c'est un monsieur qui a un bac plus 5. Ça y est, c'est un monsieur qui est universitaire. Ouais. Ça ne veut pas dire tout simplement, ça ne veut pas dire forcément qu'il peut ne pas conserver le pouvoir. Ça, je n'ai pas encore dit ça. Ça voudrait dire, je voudrais tout simplement dire que ceux qui ont, contrairement à Dadis Camara, qui est un peu agité, très agité, et son agitation l'a amené là où il en est aujourd'hui. Quand quelqu'un a un niveau intellectuel élevé, il sait faire la part des choses à un moment donné. Il est posé. Il est pas, oui, pas forcément posé. Il y en a qui sont intellectuels, qui sont agités, mais qui font de bonnes choses. Mais ils sont absolument résolus à respecter mathématiquement ce qu'ils se sont dit. À moins que les contingences sociopolitiques lui imposent autre chose. Moi, je ne donne pas carte blanche à cette junte-là, mais je me dis qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Premier élément que j'ai constaté, c'est qu'ils ont déjà libéré les prisonniers politiques. Ils ont marqué un pas. Ils ont convoqué tous les ministres. Ils n'ont tué personne. Ouais, s'il y a eu des grabuges en cours de route, au cours des tirs, là, ce n'est pas volontaire. Maintenant, ils ont convoqué tous les ministres. Le premier ministre, que je qualifie de traître, parce que quand vous tuez quelqu'un, il faut le tuer jusqu'au bout. C'est comme ça.
Peut-être il a suivi les nouvelles autorités, comme Donald Fologa a toujours fait en Côte d'Ivoire, le Burkinabé, son nom m'échappe, il y a aussi un autre cas en Côte d'Ivoire. C'est les héritiers de Judas qui sont arrivés sur la planète Terre et qui sont dans les politiques africaines et qui sont en train de nuire aux intérêts des peuples. Maintenant, il invite les ministres, pratiquement les dignitaires sont présents, et il leur a dit ce qu'il y a de lieu de faire. Pour vous dire que si vous voulez suivre votre patron, allez suivre-le. Mais nous, on va traiter aussi avec vous. Vous serez dans les géoles ou quelque part. Mais si vous voulez, vous nous respectez. Et ils ont respecté ça. Mais au moins, il faudrait qu'il y ait une résistance de la part de certains, notamment le Premier ministre. Le fait qui n'a pas résisté. C'est-à-dire que il a transporté. Dit Alpha Condé à un moment donné, il était autoritaire. Peut-être que ces messieurs n'avaient pas la voix pour. Ils n'avaient pas le choix. Ils avaient le choix. Ils avaient le choix. Mais quand même, la preuve. Celui qui dirige les forces spéciales, qui est là au pouvoir actuellement, mais c'est un frère d'Alpha Condé. Il est de l'ethnie Kankan, il est de la région Kankan. Comment on peut imaginer quelqu'un qui vient d'une même ethnie, alors que le pays même politiquement est... Lui aussi, il a commencé par avoir des soucis avec Alpha. Oui, je voudrais en venir. Ouais. Ça dit que dans un pays à divergence ethnique forte, comme en Guinée, il y a les Peuls, notamment Djelou Danet Diallo, il y a les Kankans, ils sont divisés ethniquement. Comment vous pouvez comprendre? C'est cela qui justifie même son caractère intellectuel. C'est ça qui le prouve. Que ça aurait été quelqu'un qui serait de la basse classe, ça ne se serait jamais produit. Mais quelqu'un qui vient de l'ethnie de Condé, et qui l'a lui-même pris pour être le patron, de le faire venir pour être le patron de la force spéciale, mais qui, à un moment donné, a eu des démêlés avec lui, ça vous a dit que le fonctionnement du monsieur ne plaît pas en tant que d'abord intellectuel, et ensuite, c'est pas parce que vous êtes président que je suis bêtement. Et le gars, il a démontré ça. Aujourd'hui, les preuves sont là. Quand on a beau être de la même ethnie, si tu diriges mal le peuple, tu vas te trouver devant nous. C'est ce que le monsieur a fait. Oui, Marc. C'est ce que le monsieur a fait. Vous savez, déplaise à celui qui veut dire autre chose. Dans son développement, fin d'ignorer l'histoire très récente de non, on parle de l'actualité, hein, pas de l'histoire. On parle de l'actualité. Et quand on parle de Alpha Condé ou de l'intellectualité, il ne faut pas oublier que tous ceux qui se sont succédés, qui ont commis des gaffes à ce niveau-là, avec quand même le niveau intellectuel requis, à commencer par Alpha Condé lui-même, qui vient d'être déposé. C'était, enfin, si on devrait prendre en compte les diplômes eus par les personnalités pour expliquer leur réaction, Alpha Condé devrait être la personne qui a la meilleure réaction. Je ne continue pas à penser que il ne s'agit pas d'un coup d'État au sens propre du terme. Il s'agit d'un coup à Condé. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Il y a une ligne de démarcation entre les deux. Coup d'État. Oui, coup d'État, c'est le renversement de tout l'appareil institutionnel. Finalement, la Constitution est suspendue. Oui. La Constitution est suspendue. C'est un coup d'État. C'est ce qui arrive souvent. Laisse-moi faire mon développement. Quand tu faisais ton développement... Oui, je dis, à mon avis, aujourd'hui, tout le monde a compris quand même que Condé aurait des difficultés à terminer son deuxième mandat enchaîné. Et avec tous les problèmes qu'il a eu avec les manifestations et tout ça, Condé était devenu un peu indésirable. Et quand on sait les sautes d'humeur qu'il a souvent face à toutes ces personnalités-là, pour moi, c'est son proche entourage qui sait, parce qu'on ne comprend quand même pas que quelqu'un qui a une garde présidentielle forte, il n'y a pas eu de résistance. Il n'y a pas eu de résistance. Et la manière dont les présidents d'institutions se sont soumis aujourd'hui avec les ministres explique quand même que quelque part, eux aussi, c'était quelque chose de planifié, d'entendu. Il faut écarter Condé pour continuer. Et quand on dit qu'ils sont de la même ethnie, même si je partage, vous savez, la Guinée, c'est 4 ethnies, contrairement à un pays comme le nôtre où il y en a plusieurs. Et au sein de l'ethnie malinké, là, il y a quand même un certain nombre de différenciations. Donc, on peut être de la même ethnie et être quand même de manière géographique assez lointain. Je pense que le clan Condé, et quand je dis le clan Condé, c'est tous ceux qui ont soutenu, parce que Condé, au-delà, était que le président. Il y a eu des gens qui l'ont soutenu. Avant les dernières élections, il y a eu des manifestations monstres. Des gens sont descendus dans la rue. Des gens ont financé ces manifestations-là. Et ces personnes-là, ce n'est pas Condé seul. Et toutes ces personnes-là sont présentes. Toutes ces personnes-là ont décidé
d'écarter l'homme Condé qui était devenu très gênant. Et pour ça, quoi de mieux que l'officier qui l'a ramené lui-même pour l'aider à faire ce passage-là. Et donc, on aura quelques coups d'éclat, comme Ambroise l'aurait dit. Ça aurait été incompréhensible de ne pas suspendre la Constitution, de ne pas... Parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans ça. Mais dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que l'homme, Alpha Condé, sera parti, mais le système, les gens qui ont gravité tout autour, cela va continuer en réalité. Et au finish, il n'y aura pas grand changement, que ce soit en termes de valeurs démocratiques, que ce soit en termes de principes, que ce soit en termes de liberté. Il n'y aura pas grand changement pour les personnes aujourd'hui qui aspirent, ou en tout cas qui sont heureux de voir le régime Condé partir. Et donc, c'est peut-être bien aujourd'hui qu'on ait Condé qui part en tant que personne, mais dans le fond, ce n'est pas son régime qui est en train de partir. Son régime est bien là. Doumbouya va peut-être même faire pire. Et moi, je ne donne pas carte blanche à des militaires qui ont matraqué la population, qui ont soutenu Condé. Doumbouya était là, il n'a jamais eu de problème dans le fond avec le fait que Condé ait fait un troisième mandat. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va vouloir montrer le 5 ans. Je suis très dur. Enfin, au moins, lui, il a fait. Ce que les militaires il a dégommé. Dans un certain nombre de pays, je ne crois pas qu'ils puissent faire mieux. Alors, David, une partie de l'analyse de Marc Aboflan est on ne peut plus intéressante. Il y a eu les manifestations monstres à Conakry et partout en Guinée-Conakry. On n'a pas vu la réaction de ces militaires. Mais on nous dit que Doumbouya même a un problème avec Alpha Condé aujourd'hui. Ils ont matraqué ces manifestants. Il a eu un problème. Est-ce que le coup d'État est fait pour lui ou bien pour la Guinée-Conakry? Je pense qu'il faut être assez lucide dans nos différentes analyses. Je suis un peu perplexe quand Marc dit qu'il n'y a pas eu de coup d'État en Guinée. Il y a eu un coup d'État officiel. Doumbouya n'a rien à voir, n'a rien contre Condé. Quand vous écoutez les premières déclarations de ce militaire hier, il a cité les motivations qui ont poussé l'armée. Et ça, ce sont des déclarations. À dégommer Condé. Ce sont des déclarations aussi. C'est des déclarations officielles. Mais lui, il a des soucis avec Alpha Condé. Mais quels que soient les soucis que Doumbouya a avec Condé, ça ne l'a pas poussé. Doumbouya n'a pas fait un coup contre Condé. Sinon, il ne serait pas suivi et soutenu par une partie de l'armée guinéenne. Ouais. Doumbouya a répondu à l'appel de l'armée. Il faut faire partir Condé. Et tous les ingrédients étaient présents pour que Condé parte, que ce soit par l'armée, par les manifestations, par tout autre moyen. Tout le monde savait que Condé ne finirait pas son deuxième mandat. À cause de son âge, à cause de la brutalité avec laquelle il a réussi à obtenir son troisième mandat, et à cause de la façon dont il gère le pays. Tout le monde savait que Condé ne finirait pas son troisième mandat. Et c'est ce qui était arrivé hier. L'armée a opéré un coup d'État. Elle a officiellement annoncé un coup d'État. Et c'est pas Condé qui est visé, je le dis encore. C'est l'ensemble de son gouvernement, c'est son régime, de son parti, c'est tout son régime. La preuve, ils ont convoqué les ministres. Et ils sont venus. Vous devez être là. Ça s'est passé au Mali aussi. Il y a de nouvelles autorités qui dirigent le pays. Vous ne pouvez pas faire opposition. Vous voulez vous opposer, c'est à vos risques et périls. Alors, vous ne venez pas, ça veut dire que vous êtes opposé? La soumission aux nouvelles autorités. En tout cas, jusqu'à hier matin, 10h, Condé n'était plus au pouvoir. Ça veut dire que tout l'ensemble de son gouvernement, l'autorité qu'il incarnait, le pouvoir qu'il incarnait n'existait plus. C'est dans les mains de nouvelles autorités. Et moi, je remercie ces nouvelles autorités militaires qui ont eu le courage de dire les raisons qui les ont motivés à opérer ces coups d'État. Et ce n'est pas seulement l'armée qui voulait faire un coup d'État. Quand vous arrivez à Conakry, Marc disait qu'il est habitué de la Guinée, mais quand vous arrivez à Conakry et que vous demandez à un Guinéen s'il veut que Condé reste encore pour les années à venir, il vous dira non. Tout le monde s'accorde, même au sein de sa propre formation politique, tout le monde s'accordait à voir Condé partir par tous les moyens. Et donc, ce n'est pas Condé qui est visé dans ce coup d'État seul, c'est l'ensemble
du pouvoir qu'il incarnait. Et il a été dégommé. Oui, on dit les armées africaines, il ne faut pas avoir confiance en eux, mais ça s'est passé ailleurs, on a vu quand même les changements. Il y a eu quelques changements. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec l'histoire politique de la Guinée, quand je prends l'exemple de ce qui est, quand je prends ce qui était arrivé à Dadis Camara dans le temps, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, il avait incarné un certain espoir, mais très vite, il a pris goût aux délices du pouvoir, il a voulu s'accrocher. On a vu comment il était parti de la Guinée. Et ça doit faire tache d'huile. Ça doit faire comprendre aux nouvelles autorités militaires que le pouvoir en Guinée se mérite, ça ne s'enlève pas. Et quand l'armée est arrivée au pouvoir hier, elle a fait une déclaration aussi intéressante. Elle a dit, nous remettrons le pouvoir aux civils très bientôt. Ouais, comme toute jeune. Voilà. Au Mali, contrairement, eux, ils ont donné un délai, 3 ans, avant que la CEDEAO n'intervienne. Au moins ici, faisons leur confiance. Pas totalement, mais donnons-leur en tout cas l'occasion de s'installer et de poser les premiers pas qui vont véritablement expliquer les motivations qui feront comprendre à toute opinion si l'armée veut rester au pouvoir en Guinée ou pas. Ambroise, parlant justement de la communauté internationale, je vais parler peut-être de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU et autres, les sanctions vont pleuvoir. Est-ce que la Guinée a quand même le poids là pour pouvoir s'en sortir? Quelle sanction? C'est-à-dire que ici au moins la Guinée a sa propre monnaie. Ça sur le plan économique. Il y a la Banque centrale guinéenne qui produit les monnaies. C'est vrai qu'il y a cette connexion avec les autres pays de la CEDEAO qui permet de changer les devises, que ce soit dans les monnaies, la monnaie américaine, le dollar ou l'euro, tout ça, le yuan chinois. Mais la chance pour cette junte est d'honorer son engagement pour pouvoir éviter certaines sanctions qui pénalisent le peuple. Ça y est, la CEDEAO a une démarche actuellement que moi, personnellement, je suis en train de lire, c'est de ne pas, à cause de certaines personnes, faire souffrir le peuple. D'ailleurs, en allant vers les sanctions économiques. C'est ce que j'ai décelé. Si, avec le président ghanéen, dont j'apprécie la lucidité dans cette gestion de crise régionale, peut emprunter la démarche ou le chemin du Mali, je crois que les Guinéens militaires qui ont pris le pouvoir, s'ils annoncent les couleurs d'une bonne manière, ils vont échapper à ces sanctions-là qui pénalisent et eux-mêmes et le peuple. Maintenant, pour revenir un peu à ce que les confrères ont dit, surtout Marc a dit par rapport à une certaine situation qui était prévisible, notamment au niveau du gouvernement Condé. Je ne le crois pas. Parce que jusqu'à midi, quand ça a commencé à 8h jusqu'à midi, le ministre guinéen de la Défense rassurait que tout est bien, que le gouvernement a le contrôle de la situation. Si c'est des gens qui participaient, contrairement à la France, dont je soupçonnerais, pouvant être derrière même ces militaires. Ça, c'est personnel. Si les ministres et tout ça là, peut-être un ou deux, mais il est déjà ministre, il bénéficie des privilèges et des libéralités de ce gouvernement. Je vois mal un Africain, surtout ceux-là qui sont imbus de la cupidité, être contre un président qui les a placés au gouvernement. Ça, vous ne trouverez ça jamais en Afrique. Il y en a peut-être au Sénégal, il y en a en Afrique du Sud, il y en a au Nigeria, ou quelque part. Mais, quand je prends le cas de mon pays, le Togo, vous allez voir un ministre là-bas qui va lever son petit doigt contre le président. Jamais. Pour vous dire qu'en réalité, c'est lui qui vous a nommé. La preuve, tous les discours qu'ils font, ils chantent le mérite du président, même si le projet ne vient pas du président. Vous comprenez ça? Donc, ce serait une erreur de la part de ces ministres-là, dont on me parlerait qu'ils avaient déjà l'onction, comment on dit ça, qu'ils donnaient déjà l'onction d'un coup d'État qu'ils pressentaient. Non, non. Quand vous lisez, jusqu'à la dernière minute, hein, parce qu'ils savent que le président a été capturé, qu'il est avec les mutins, que personne n'a réagi. Parce qu'en réagissant, ils peuvent le tuer. C'est ce qui les a même désarmés. Il faudrait qu'on soit clair. Nous aussi, on est intelligents. Nous, on est imbus de la politique africaine. Ça fait un bout de temps. Ce qui fait que l'analyse que nous faisons n'est pas aussi une analyse totalement fine, mais
nous voyons aussi, nous savons ce qui se passe. Et on connaît les voyous de ce territoire africain. Tous ceux qui sont des businessmen. C'est-à-dire que même que sont aux Nations Unies, il y a trop de businessmen à CEDEAO, aux Nations Unies, en Union africaine. Donc, tout ce monde dont tu parles là, il y a 90% sont des businessmen. Et quand on est businessman, on ne s'intéresse pas au peuple. Laissez-les là-bas. On s'intéresse à là où se trouve l'intérêt du blanc, l'intérêt des chefs d'État, dont certains parlent de syndicats, et leurs propres intérêts, parce qu'ils ont été coachés pour travailler pour la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations Unies. Mais contrairement à l'Union européenne, c'est vrai, certains peuvent aussi avoir du business, mais là-bas, les gens savent défendre l'intérêt du peuple. Alors, Bark, ce coup d'État peut étonner, hein, on peut comprendre, mais comme Ambroise l'a dit tout à l'heure, on est étonné de la réaction des ministres du président Alpha Condé. Non, moi je ne suis pas étonné par la réaction des ministres du président Condé. Et comme je le dis, c'était quelque chose qui est prévisible. Et ce qui conforte mon analyse, c'est justement la réaction de la garde présidentielle. Vous ne pouvez pas avoir une garde présidentielle, l'officine la mieux équipée de l'armée, qui se fait prendre en moins de 2 heures de temps, quelles que soient les forces spéciales. Parce que, vous savez, quand on est militaire et quand on prend d'assaut une place forte comme une présidence, ce sont ceux qui défendent qui ont l'avantage généralement de ceux qui attaquent. Et le temps avec lequel, ou en tout cas la rapidité avec laquelle ce coup d'État a été conclu me laisse croire qu'il y a forcément eu des complicités à l'interne, au sein même de l'équipe de Condé, ce qui conforte mon analyse. Maintenant, pour revenir aux sanctions, à l'ONU, à la CEDEAO et tout ça, généralement, ce qu'on feint d'ignorer, c'est le fonctionnement même de ces institutions, qui font partie de ces institutions. Des fois, on indique, enfin, on parle de la CEDEAO, de l'ONU, comme étant une CEDEAO des peuples. Mais en réalité, ceux qui meublent ces institutions-là sont choisis, nommés par ces personnes, enfin, ce qu'on convient aujourd'hui d'appeler le syndicat des chefs d'État. Au sein de la CEDEAO, ceux qui décident en réalité, ce sont ces 15 chefs d'État-là. Et quand les peuples voient leur intérêt, les chefs d'État voient au-delà de l'intérêt de leurs membres, de leurs confrères, de leurs collègues, ils voient aussi... Non, pas forcément de leur famille, mais ils voient leur intérêt propre. Parce que personne n'a aujourd'hui intérêt à ce qu'il y ait une poudrière en Guinée. C'est ça aussi la réalité. Dans une zone où on a Boko Haram, on a AQMI, on a un peu de djihad, personne n'a aujourd'hui intérêt à voir la Guinée s'embraser. Et c'est pour ça que la CEDEAO a du mal à aller vers des sanctions économiques, parce qu'elle ne constitue pas une zone économique déjà assez forte. Vous savez, au sein du seul espace CEDEAO, je pense qu'il y a 17 pays, il y a plus de 8 ou 9 monnaies. Déjà, donc c'est difficile dans ce sens d'aller vers une sanction communautaire. Il y a les sanctions politiques qui sont naturelles. C'est-à-dire à chaque coup d'État, quelle que soit l'idée derrière les coups d'État, on suspend le pays des instances de l'institution jusqu'à ce qu'il y ait une reprise normale ou en tout cas qu'il y ait un président de transition consensuel et tout ça. Je pense que ces sanctions seront de rigueur pour la Guinée, mais le fonctionnement même de ces institutions font qu'ils ne pourront pas aller au-delà. Et généralement, les sanctions dont tout le monde a généralement peur, c'est les sanctions d'un certain nombre de pays où des gens ont des actifs. Et quand vous n'avez pas d'actifs non plus dans ces pays-là, comme les États-Unis, la France, les gens n'ont pas peur de ces sanctions-là. Et donc, dans le fond, les sanctions de la CEDEAO, de l'ONU, ne font peur à personne parce que, en réalité, ce sont des formalités. C'est pour quelques moments également. Et au-delà du fait que ce sont des formalités, ce sont des sanctions qui ne sont pas indivises, généralement. On a encore vu, à part dans la crise équato-guinéenne, où la CEDEAO a été obligée, pour régler cette crise-là, de prendre des sanctions, en tout cas de faire peser des menaces de sanctions individuelles sur un certain nombre de personnalités parties à cette crise-là. La CEDEAO... C'est Bissau-Guinéenne. Oui, Bissau-Guinéenne plutôt. Bissau-Guinéenne. La CEDEAO n'a encore jamais pris de sanctions indivises contre des États où il y a eu de coups d'État. On n'a pas eu de sanctions contre les mutins individuellement. Il y a eu de sanctions contre l'État et généralement on n'en arrive pas à cette sanction économique parce que ce serait
je pense, suicidaire pour les voisins immédiats de la Guinée, qui sont des pays membres de la CEDEAO, par exemple, d'en arriver à suspendre les échanges avec la Guinée. Alors, David, ces derniers temps, le président Alpha Condé n'a pas de très bonnes relations avec certains de ses pairs au niveau de l'espace CEDEAO. Lesquels et pourquoi? Il était le seul. Il faisait partie d'un duo avec Alassane Ouattara à imposer un troisième mandat, forcément. Regardez un peu tout autour. C'est vrai, certains citent le cas, l'exemple du Togo, mais je voulais rappeler que le Togo a au moins réussi à imposer la limitation du mandat. Ça veut dire qu'en 2030, on verra s'il y aura une gymnastique pour... C'est le pays qui a sauté le verrou du troisième mandat. Pour verrouiller ou déverrouiller. Il faut préciser ça. En 2030. OK. Vous parlez mais pour le moment, Du Togo. C'est le Togo qui a déclenché tout. Mais pour le moment, pour le cas du Togo, moi je le cite. Un exemple, nous avons Exemple. une limitation de mandat. Ça veut dire qu'on va attendre, on attendra jusqu'à 2030. En Guinée, mais ils étaient deux. Et c'était les durs élèves. Et Condé, lui, il était encore plus méchant parce que il avait fait trop de... Alassane Ouattara n'avait pas tué autant de Guinéens pour se maintenir à son troisième. Mais lui aussi l'a tué. Il a tué 81, 80, quelque chose. Parce que c'est lui. Alassane Ouattara... Ce sont eux seuls qui ont tué. Alassane Ouattara, quelquefois, l'opposition est aussi dans une dynamique. Laissez l'opposition tranquille dans cette affaire. L'opposition a pris les armes. Oui, mais Alassane Ouattara n'a pas volé les élections. La dernière présidentielle, Alassane Ouattara ne les avait pas volées. Contrairement à Condé, on sait qui avait gagné en Guinée. Moi, je doute même des résultats. C'est relatif. Ce que tu dis là, ça dépend de qui parle. Oui. Ça dit que je doute même de ces résultats. Non, on sait, en tout cas en Guinée, tout le monde sait qui a gagné les élections présidentielles. Il n'y a jamais eu de pays d'Afrique où les élections ne sont pas contestées. Non. On a un résultat officiel. Mais il y a des pays... Et à côté, on a... Mais il y a des pays bizarres. Est-ce que David me laisser finir au moins, quand on voit l'opposition en face, voilà, c'est ce que je dis. Lors de ces élections, on peut dire que le président Ouattara peut gagner. Mais Ouattara n'avait pas un poids lourd. Même en Guinée, quand vous voyez ceux qui faisaient Marc. C'est Cellou Dalein Diallo qui a toujours gagné les élections en Guinée. Mais sur quelle base vous faites cette... Non, même les Nations... Même il y a des experts des Nations Unies qui le disent. Quels experts? Les experts des Nations Unies ne donnent pas des résultats. Oui. Ils sont là témoins. C'est quand même un peu complexe. Et moi, je maintiens ma position. En Guinée, Conakry, là, tout le monde sait qui a gagné les élections dernières. Tout le monde le sait. OK? Et en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qui a aussi gagné les élections. Et quand je parle de la Côte d'Ivoire, c'est pour dire, un peu comme le tableau que vous avez peint tout à l'heure, merci pour cela. En face de Ouattara, il n'y avait pas un opposant. Il n'y avait aucun opposant. Donc, librement, Ouattara avait gagné les élections. Et en Guinée, Cellou Diallo était là en face de l'autre, là, de Condé. Et à la fin, pourquoi les choses se sont passées telles qu'on les avait vécues à la proclamation des résultats, lorsque la CENI faisait son travail? On sait. Et donc, Condé était un mauvais exemple. Moi, je ne le dis pas parce que j'ai quelque chose contre lui, non. Mais lui, je vous avais dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui avait inspiré de l'espoir. Tout le monde voulait un président qui puisse répondre aux aspirations des Guinéens. En tout cas, les Guinéens voulaient de ce président-là. Quand Dadis Camara était arrivé, lorsqu'il a été fusillé, quand le colonel était arrivé pour assurer... Lui, il en a eu pour son compte. Voilà. On sait ce qui s'est passé. Et quand Condé était arrivé, il était applaudi. Le premier mandat, en tout cas, l'arrivée au pouvoir de Condé était très applaudi par les Guinéens. Mais très vite... Les Guinéens s'étaient trompés. Et donc, aujourd'hui, moi j'ai écouté certaines de ses sorties publiques sur certains de ses voyages officiels et tout ça. Il donnait l'impression de couper le pont avec la France. Un panafricaniste. Il donnait l'impression de donner des leçons à ses présidents. Et ça a pesé sans doute dans la balance, David. Oui, je trouve aussi. Vous avez dit tout à l'heure que moi, contrairement à ce que Antoine dit, Ambroise dit, je ne sais pas si la France est derrière le coup d'État contre Condé. Pour le moment, nous avons des visages qui sont connus et ces visages sont portés par les légionnaires. Oui, sa malchance peut-être c'est d'avoir été légionnaire français. Non, il y a beaucoup de militaires. On va marquer la pause pour le journal. Le débat est intéressant. On marque la pause pour le journal et on revient juste après.